C'est sur le territoire français qu'après plus de 400 ans et respectivement en 1705 que l'ordre des chevaliers templiers fait une résurgence néo-templière. Alors que la franc-maçonnerie que l'on connaît est encore absente du paysage français. Cet ordre dit néo-templier fut créé comme l'ancien sous l'aspect d'un ordre militaire créé par Philippe de France, duc d'Orléans, fils de France et petit-fils de Louis XIII. Il convoqua à Versailles un convent général, au cours duquel il dévoila les statuts généraux de l'ordre inspirés par la règle de Saint-Bernard de 1128. C'est ainsi qu'il ressuscita l'ordre du Temple avec les officiers de son armée. Quelques années plus tard, on peut retrouver dans ses descendants Louis-Philippe Joseph d'Orléans surnommé Philippe Égalité, qui fut un important membre de la franc-maçonnerie avant qu'il ne la quitte. En 1771, Philippe Égalité duc d'Orléans était le premier grand maître du Grand Orient de France, loge qui était issue elle-même de la Grande Loge de France de 1728. Mais au début du régime de la Terreur, il fait publier une lettre de réponse dans le Journal de Paris du 22 février 1793, qui accuse dans un article d'avoir dans Paris un grand parti. Cette lettre se termine de la sorte. Dans un temps où personne assurément ne prévoyait notre révolution, je m'étais attaché à la franc-maçonnerie qui offrait une image d'égalité, comme je m'étais attaché au Parlement qui offrait une image de la liberté. J'ai depuis quitté ce fantôme pour la réalité. Au mois de décembre dernier, le secrétaire du Grand Orient s'étant adressé à la personne qui remplissait auprès de moi les fonctions de secrétaire du Grand Maître pour m'envoyer une demande relative aux travaux de cette société, je répondis à celui-ci sous la date du 5 janvier. Comme je ne connais pas la manière dont le Grand Orient est composé, et que d'ailleurs, je pense qu'il ne doit y avoir aucun mystère ni aucune assemblée secrète dans une république, surtout au commencement de son établissement, je ne veux me mêler en rien du Grand Orient ni des assemblées de francs-maçons. La consternation que provoque ce reniement public à l'intérieur de l'ordre maçonnique impose le 13 mai suivant la tenue d'une assemblée exceptionnelle qui accepte sa démission et sursoit à son remplacement pour étudier la suppression éventuelle de ce titre et de l'inamovibilité de cette charge. Philippe Égalité fut aussi député pendant la Révolution et aurait voté la mort de son propre cousin le roi Louis XVI en disant ceci, uniquement occupé de mon devoir, convaincu que tous ceux qui ont attenté ou attenteront par la suite à la souveraineté du peuple méritent la mort, je vote la mort. Accusé de complot avec l'ennemi quelques mois plus tard, Philippe Égalité est ramené à Paris et envoyé à la conciergerie le 2 novembre. Il est jugé par le tribunal révolutionnaire, présidé par Martial Herman, le 6 novembre 1793. Pourtant aucune preuve crédible était présente contre lui, mais durant cette période de tumulte et de terreur, la simple suspicion suffisait. Il est intéressant pour la petite parenthèse de constater que Martial Herman, qui prononça la sentence, fut lui-même désigné comme principal responsable après Robespierre et les autres membres du comité de salut public, de l'organisation de conspiration. Pour avoir à l'aide de machinations et de complots favorisé les projets liberticides des ennemis du peuple et de la République, notamment en faisant périr sous la forme déguisée d'un jugement une foule innombrable de Français de tout âge et de tout sexe, en imaginant à cet effet des projets de conspiration. Il est condamné à mort à une voix de majorité le 17 Floréal de l'an 3. Une question se pose alors. Est-ce que la loge du Grand Orient de France fut à la base de réunions secrètes ayant conduit à un complot national? Après la Révolution française et le coup d'État de Napoléon Bonaparte, la franc-maçonnerie du Grand Orient de France devait connaître un nouveau souffle. Alors Napoléon Ier, Bonaparte était-il franc-maçon? Non, pour peu qu'on ne veuille pas le reconnaître. Oui, pour peu qu'on veuille bien accepter les éléments constitutifs de preuve qui affirment bien son initiation au sein du grand rite égyptien futur Misraïm de Cagliostro. Démonstration dans Verbum Diminum de Pierre-Philippe Baudel. Quoi qu'il en soit, la famille Bonaparte comptait dans ses rangs les francs-maçons, Joseph Bonaparte roi de Naples puis roi d'Espagne avant de s'exiler plus tard en Amérique. Initié franc-maçon à la loge de la Parfaite Sincérité de Marseille. Il devient, en 1804, grand maître du Grand Orient de France. Jérôme Bonaparte, frère de Napoléon, roi de Westphalie, reçut franc-maçon à 17 ans à la loge La Paix de l'Orient de Toulon. En 1801 devient grand maître de la Grande Mère, loge de Westphalie. Louis Bonaparte, frère de Napoléon et père de Napoléon III. C'est en parallèle de ce nouvel empire que l'on peut voir se créer un ordre du temple paramaçonnique, créé par le franc-maçon Bernard Raymond Fabré Palaprat en 1804. C'est à cet instant précis que devait naître la néo-chevalerie templière maçonnique. De plus, le paradoxe de l'histoire française voulut que ce soit dans l'ancienne tour des chevaliers templiers de Paris que fut emprisonné Louis XVI et sa famille, avant qu'il ne soit guillotiné.
Puis la tour du Temple fut détruite par Napoléon Bonaparte, pour qu'elle ne devienne pas un monument à la gloire du roi et de la monarchie qui venait d'être exterminée. Il est important de savoir dans cette page d'histoire qu'il n'existe aucune filiation historique attestée entre l'ordre des chevaliers templiers et les templiers maçonniques. Comme l'élite de la franc-maçonnerie réunie au convent de Wilhelmsbad en 1782 l'avait elle-même attesté. Réponse qui fut donnée suite à un questionnaire rédigé par le grand maître, où il énumérait les principaux problèmes que le futur convent aurait à résoudre tels que l'existence de vrais supérieurs, le cérémonial et les rituels, la restauration de l'ordre du temple et le but public ou secret, extérieur ou intérieur. Cette nouvelle chevalerie templière paramaçonnique devint alors un faire-valoir d'une nouvelle franc-maçonnerie et un vase communicant pour recruter de nouveaux francs-maçons. Certains francs-maçons allèrent même jusqu'à rédiger un faux document appelé la Charte de l'Harmonius pour créer une filiation fantoche qui n'avait jamais existé. Cette même franc-maçonnerie néo-templière naquit dans la loge des Chevaliers de la Croix, loge qui relevait à sa création du Grand Orient de France et qui en fut exclue en 1841. C'est ainsi que la chevalerie dite franc-maçonnique, qui émergeait en Europe dès le XVIIIe siècle, devait s'approprier l'histoire de ces grands ordres de chevalerie du passé pour créer dans leurs rituels des degrés d'initiation, se remémorant ceux-ci via des dogmes créés par des évangélistes protestants, et sous les secrets ésotériques du judéo-christianisme des Lumières en parfaite marge du catholicisme et de son Église. On comprend dès lors pourquoi la franc-maçonnerie fut l'ennemi juré du Saint-Siège au Vatican. Jusqu'à maintenant.